Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse de décryptage. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez également, nous sommes accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous allons parler cybersécurité avec le logiciel Pegasus qui est au cœur d'un scandale mondial d'espionnage. Le logiciel est en effet soupçonné d'avoir été utilisé pour espionner au moins 180 journalistes, 85 militants des droits humains et 14 chefs d'État. Comment comprendre les dessous et les enjeux de cette affaire? Nous avons convoqué ce matin au tribunal de l'actualité Younoussa Sanfo. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs. Alors je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et en investigation numérique. Une fois de plus, merci d'avoir accepté les convocations, en tout cas des juges. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer à l'audition avec le juge Vaha, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Vaha. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Oui, merci Président. Mon avant-propos est le seul d'ailleurs, va concerner la Côte d'Ivoire, avec ce qui était des plus attendus, la rencontre entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. On a eu les postures, on dira comme ça, et on va dire les positions pour la meilleure des communications. Deux présidents, main dans les mains, et accolade, tout ce que vous voulez. Et Alassane Ouattara qui disait clairement « je suis content de te revoir ». C'est beaucoup de symboles, c'est clair, mais c'est sûr aussi que cette visite en fin d'après-midi hier ne finira pas à tout effacer comme un coup de baguette magique, parce que c'est derrière aussi 3000 morts dans cette crise ivoirienne et c'est difficile à effacer. Mais il faut aussi aller de l'avant. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de leçons dans les images qu'on a vues hier. Au-delà de ce que il y a le caractère impérieux aujourd'hui d'être dans la dynamique de la réconciliation. Mais je crois aussi qu'il y a une jeunesse qui doit comprendre que les clivages sont souvent les perceptions d'aujourd'hui et que les rassemblements sont souvent aussi la cause commune de demain. Maintenant, entre la réalité d'aujourd'hui et puis la cause commune de demain, vous risquez de sembler être un oublié, un sacrifié, si vous n'avez pas fait les bons choix, parce que vous vous êtes aligné derrière des positions d'aujourd'hui, derrière des postures qui sont celles d'ennemis d'aujourd'hui. Et ça, c'est très important, souvent sur la scène politique. Quand on ne le comprend pas, après on se dit être victime de beaucoup de choses, alors qu'on aurait pu faire aussi des choix beaucoup plus intelligents. Aujourd'hui, il y a des grands hommes qui sont en train, main dans la main, de donner une autre, on va dire, un autre souffle à cette Côte d'Ivoire, ce qui est salutaire. Mais j'ai dit encore entre-temps, il y a beaucoup qui pourraient paraître être des sacrifiés, mais parce qu'ils ont accepté aussi qui, pour certains, prendre une machette, qui pour d'autres, prendre un fusil, parce qu'ils pensaient, là et à l'instant précis, que c'était comme ça qu'ils devraient défendre leurs convictions. Ils se sont trompés. Et ça, c'est important de jeter ce regard aujourd'hui lorsqu'on voit ces photos. Merci, juge Vaha, pour cette lecture de l'actualité ivoirienne. Nous allons en tout cas rentrer dans le vif du sujet. Et je le disais tantôt, l'affaire Pegasus, c'est le sujet enrôlé pour la présente convocation. Et nous avons à la barre ce matin Younoussa Sanfo. Il est expert en cybersécurité, en investigation numérique également. Bonjour une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes également président de l'Association nationale des spécialistes de drones et autres appareils civils volants. C'est d'ailleurs à ce titre-là que nous allons vous poser la première question de généralité. Il y a une loi, en tout cas un avant-projet de loi qui avait été déposé sur la table des députés pour justement baliser la question de l'utilisation des drones civils au Burkina Faso. Vous qui en êtes, je dirais, un expert, quelqu'un qui est adepte de ce genre d'appareil-là, comment vous appréciez cette loi-là? Et d'abord, est-ce que vous avez été associé? Oui, merci pour la question. Nous avons été associés effectivement et nous avons travaillé avec l'Assemblée nationale pour justement l'édiction de cette loi. Cette loi est salutaire, nous l'attendions. Il était très urgent de réguler le domaine des drones et des appareils volants. Un drone embarque une caméra
c'est vrai que déjà pour la liberté des personnes, ça peut à certains moments déraper, et si des règles ne sont pas respectées. Et en plus, c'est un appareil qui vole, qui a des hélices et qui peut faire des dégâts si ça tombe sur une personne ou sur un bien. Voilà. Donc oui, cette loi est salutaire et il fallait que ce soit régulé pour que tout le monde ne puisse utiliser un drone sans formation, sans être informé des risques et tout ça. D'accord. Juge, voilà, nous sommes dans les questions de généralité. Oui, on est dans les questions de généralité. C'est vrai que quand on parle de ces outils-là, c'est pas l'apanage de tous les Burkinabés. Hein. On parle de drones, il y en a même qui se demandent, mais ça là encore c'est quoi? Voilà. Mais il faut dire aussi que quand on regarde au fond aussi, il y avait un vide, c'est vrai, mais c'était pas un monde sans certaines barrières. Il y a des lieux, par exemple dans Ouagadougou, même sans la loi, vous ne pouviez pas survoler. C'était des zones un peu compliquées et tout. Maintenant, on a l'impression qu'il y a des mesures plus restrictives dans l'utilisation de ces drones-là. C'est vrai qu'il y a ces 125 députés qui l'adoptent à l'unanimité. Je me dis qu'il y a des discussions qui se font d'abord avant. Mais au fond, qu'est-ce qui change? Parce que je disais, avant, il y avait des lieux où on pouvait pas voler et tout. Il y avait beaucoup de prudence. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être introduit, qu'est-ce qui change de façon majeure? Bon, ce qui va changer déjà, c'est l'acquisition d'un drone. Avant la loi et il y a quelques années, on achetait un drone et puis on l'embarquait avec ses bagages et on passait à l'aéroport avec. On pouvait peut-être payer la douane si le douanier le demande, mais c'était tout. Actuellement, il va falloir d'abord avoir des autorisations de l'Agence nationale de l'aviation civile, mais aussi des autorités sécuritaires, la défense et la sécurité, avant même d'acquérir le drone, parce que ces structures-là vérifieront si ce drone est un drone de loisir ou un drone professionnel. Et dans un cas ou dans un autre, il va falloir fournir non seulement de la documentation, mais prouver que celui qui importe le drone a les capacités de l'utiliser et surtout même qu'il a le droit de l'utiliser. Un drone, par exemple, de plus de 250 kilos, eh bien, vous ne pourrez pas l'importer comme ça, juste en remplissant un formulaire. Voilà, parce que comme je l'ai dit, il y a les problèmes sécuritaires et puis voilà, il y a pas mal d'autres problèmes. Mais moi, je pense que la loi du Burkina Faso, je pense que même si pour l'instant elle n'est pas totalement publique, c'est une très bonne loi. En tant que président de cette association, nous avons été associés et même si de prime abord on a l'impression qu'il y a trop de restrictions, c'est à l'utilisation que de toute façon les choses vont s'améliorer. Il va falloir sans doute que les policiers, les douaniers qui sont amenés à contrôler tout cela soient eux-mêmes formés. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des drones pour des enfants. Parce que nous donnons des cours de pilotage à des enfants de 7 ans. Ce sont des drones en carton. Mais la douane a bloqué ces drones en nous disant « Ah, un drone, c'est un drone et actuellement, nous, voilà, on ne laisse pas passer. » Et tout ça. Bon, il a fallu des explications pour finalement qu'on accepte que ces drones ne sont pas concernés par cette nouvelle loi parce que ce sont des drones d'enfants qui ne peut faire aucun dégât. Justement, c'était moi l'une de mes craintes, parce qu'on a tous des enfants qui aiment bien voir voler des objets, ils aiment bien cela, s'amuser un peu avec. Et on s'est dit que, bon, dès qu'on a un engin, on a un petit dispositif de ce type-là, et qu'il est muni d'une caméra, ça veut dire que ça devient un drone. Quels sont les drones concernés? Vous parliez tout à l'heure de drones de loisirs, drones professionnels. Oui, d'entrée de jeu, c'est tout appareil volant. Okay. Tout appareil volant. Et c'est au cours d'une vérification qu'on se rendra compte que c'est certes un appareil volant, mais ce n'est pas un appareil volant qui rentre dans la catégorie des appareils dits dangereux. Mais dès lors que le drone embarque une caméra qui va à une altitude même de 15 mètres, eh bien, on peut voir son voisin dans sa douche. Donc, déjà, pour des questions de respect des personnes, effectivement,
ça devrait être régulé. Mais pour les enfants, c'est juste une formation pour leur expliquer les règles. On a ce qu'on appelle les 10 commandements. Les enfants apprennent ça et ils savent que même si on a un drone qui vole, on ne peut pas l'amener n'importe où et on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et oui, une fois que les enfants sont sensibilisés, en général, voilà, ils respectent, voilà, ça passe. Et justement, dans ma série de questions, peut-être la dernière. La dernière, oui. On sait que derrière, il y a le souci de la sécurité. Ça, parce qu'on sait que on entend souvent parler nous de drones. On ne sait pas si c'est la même chose hein, dans le domaine militaire et tout. On entend toujours parler des drones et tout. Et c'est clair que si vous pouvez survoler une zone, vous pouvez en faire de la reconnaissance, avoir du renseignement et tout et tout. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité sur ce chapitre, quelle est la réalité du danger avec la plupart des drones qu'on laissait peut-être pratiquement passer ici? Bon, la réalité du danger, déjà, vous l'avez dit, hein, un drone peut faire du renseignement. Un drone peut faire de la captation d'images qui peuvent être analysées plus tard. Si un drone passe au-dessus de votre station télé, en quelques secondes, après les images peuvent être analysées pour voir pas mal de choses que peut-être que vous ne souhaitez pas que ce soit vu par tout le monde. Même la position de vos antennes, ça peut être important si ça rentre dans des mains malveillantes. Donc, sur les questions de sécurité, il était normal que ce soit régulé. D'accord. Alors pour ce temps d'antenne, nous allons parler sécurité, technologie et également respect des lois. Alors on a parlé en début d'émission de ce logiciel israélien qui est aujourd'hui au cœur d'un scandale mondial d'espionnage. Il s'agit du logiciel Pegasus qui aujourd'hui, selon en tout cas ce qu'on a appris, aurait permis à des gouvernements d'espionner des militants des droits humains, des journalistes et des opposants. Alors aujourd'hui, à l'étape actuelle, que sait-on justement de ce logiciel espion-là pour permettre aux téléspectateurs et auditeurs d'être sur la même longueur d'onde? Alors, ce logiciel Pegasus n'est pas le seul au monde. Il en existe d'autres, mais Pegasus est particulièrement intrusif. Et la plupart des logiciels d'espionnage, il faut à un moment donné approcher la cible. Approcher la cible, c'est soit avoir le téléphone dans sa main ou alors être à côté. Avec Pegasus, il n'y a pas besoin de cela. Ça se fait à distance en ayant juste le numéro du téléphone concerné. Le numéro suffit pour envoyer justement ce virus qui va passer inaperçu à l'insu de l'utilisateur et qui va même contourner d'éventuels systèmes de protection de votre téléphone, va s'installer et donnera la possibilité à celui qui l'a envoyé d'agir comme s'il avait le téléphone entre les mains. Et c'est un virus. C'est un virus indétectable, donc qui peut quand même qui est très intrusif et qui peut permettre à celui qui l'a envoyé de récolter le maximum d'informations. Alors, la révélation qui a été donnée à propos de ce logiciel a eu l'effet d'une bombe dans presque tous les pays, notamment en Europe. On se pose la question qui a été victime. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont avancés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de chiffres pour avoir peut-être l'ampleur de ce phénomène, de ce scandale-là? Bon, les chiffres avancés par la presse et puis par ceux qui ont mené l'enquête, ça va jusqu'à 50 000 victimes. Donc, oui, donc c'est quand même un gros chiffre pour ce type d'intrusion. Voilà. Oui, quand on écoute, il y a beaucoup d'éléments qui font quand même un peu peur. Vous dites, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'approcher votre téléphone. À distance, on peut le faire. Mais il suffit seulement d'avoir votre numéro. Donc, à la limite, quand on regarde, on a l'impression qu'on est désarmé. S'il suffit d'avoir votre numéro pour vous écouter, pour prendre possession de votre téléphone, on va dire comme ça, c'est qu'on est désarmé. Oui, mais bon, il ne faut pas que nous soyons paranoïaques. Tout le monde n'est pas concerné par ce type d'intrusion. Dans notre jargon, on les appelle les VIP. Et les VIP, c'est les terroristes,
les réseaux de très grand banditisme, ainsi de suite. C'est pas le citoyen comme vous et moi qui seront concernés par ce type d'intrusion très sophistiquée. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des dérapages. Et c'est comme dans tout. Si vous allez chez le boutiquier du quartier et que vous achetez une fourchette, ça n'inquiète pas le boutiquier que vous ayez acheté une fourchette. Parce que la fourchette, vous pouvez l'utiliser comme couvert de table, mais vous pouvez poignarder quelqu'un avec. Avec une fourchette, vous pouvez tuer 10 personnes. Donc, c'est l'utilisation finalement qui pose problème. En général, on est prompt à condamner ce type de produit alors qu'il peut être très utile. Il peut être très utile, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme. Mais effectivement, s'il est mal utilisé, c'est là que le bas blesse parce que on entend dire que dans certains pays, ils n'hésitent pas à espionner ceux qui travaillent dans les organisations de la société civile, les activistes, les syndicalistes, les opposants politiques et toute personne qui générait ceux qui disposent de cet outil. Et ça franchit les frontières. Il ne faut pas penser qu'un journaliste burkinabé ou un activiste burkinabé est obligatoirement espionné par le Burkina Faso. Ça peut être un autre pays. Donc, vu que si vous avez ce type de logiciel et que vous êtes au Burkina Faso, vous pouvez bien espionner quelqu'un qui est en Espagne ou au Maroc. Justement, on parle de logiciels malveillants qui utilisent des failles, par exemple des systèmes comme dans des iOS ou même Google sur Android, mais on parle de chiffrement qui contourne la question du chiffrement. Le chiffrement, c'est quoi? Parce que souvent, on nous vend ces mots-là pour nous dire non, il n'y a pas de souci quand tu utilises ça. Oh, c'est sûr que tu peux être tranquille, tes messages, ils sont sécurisés, ceci, il n'y a pas de problème. Alors que là, on se rend compte qu'on dit qu'il y a une faille qui permet de contourner la question du chiffrement, que ce soit pour Apple, ou pour donc, le système iOS ou bien sur Android, mais même sur WhatsApp, et puis d'autres réseaux qui nous promettent souvent le chiffrement par ceci, par cela. Et comment on en arrive à cela? Le chiffrement d'abord, c'est quoi et puis comment ça se passe? Le chiffrement, c'est le brouillage des communications. D'accord. C'est-à-dire, j'ai un téléphone, vous avez un téléphone. Si nous utilisons un canal chiffré, eh bien, tout ce que nous disons entre nous est brouillé pour une tierce personne. D'accord. Mais nous avons... moi, j'ai le droit d'utiliser mon téléphone et vous avez le droit d'utiliser le vôtre. Et ce n'est pas chiffré lorsque vous l'utilisez. Maintenant, comment quelqu'un d'autre, qui n'est pas vous et moi, arrivera à s'immiscer dans notre discussion, c'est qu'il va se faire passer pour l'un de nous. Quand le virus arrive sur mon téléphone, celui qui pilote le virus, c'est comme s'il était à ma place. Okay. Donc, s'il communique avec quelqu'un d'autre, il va communiquer en mode chiffré, sauf qu'il n'est pas la bonne personne. Voilà, donc le chiffrement est réel, ça protège vraiment, et je pense même que c'est le plus sûr moyen actuel de sécuriser une information, c'est de le chiffrer. Et c'est réel. Mais si on arrive à se mettre à votre place, le chiffrement devient caduque, puisque c'est comme si c'était vous qui utilisez votre téléphone et vous en avez le droit. Maintenant, comment arriver à s'installer sur un téléphone qui n'est pas le sien et surtout à distance? Eh bien, tous ces logiciels-là utilisent des failles technologiques. Et les failles technologiques existent et existeront toujours. Sur un téléphone, il y a des millions d'instructions, des millions de codes. Et il est difficile, voire impossible, qu'il n'y ait aucune erreur, aucune faille. Eh bien, il y a des gens qui en ont fait leur gagne-pain. La chasse aux failles. Ils recherchent les failles et ils les vendent. Ces sociétés qui se sont spécialisées dans l'intrusion, comme NSO,
eh bien, ils achètent les failles. Il y a des pirates qui vivent de ça, qui ne sont pas sur l'Internet classique, que vous n'allez pas trouver sur l'Internet classique, mais qui sont dans le dark web, c'est-à-dire l'autre côté d'Internet, qui est beaucoup plus vaste que l'Internet officiel. L'Internet classique, c'est environ 30% du web. Tout le reste est totalement caché. Et ce n'est pas, tout le monde n'y va pas. Et ces outils-là, ces outils qui concernent ces failles, sont vendus à des millions de dollars, parfois plusieurs millions de dollars, sur le dark web. Donc ces sociétés-là les achètent également sur le dark web. Et ils ont eux-mêmes des hackers professionnels qui travaillent avec eux pour faire la chasse aux failles. Et lorsqu'ils découvrent une faille, ça leur permet d'accéder et de contourner les systèmes de protection des téléphones, des ordinateurs, des réseaux. Alors, en début d'émission, vous avez rappelé que le logiciel Pegasus n'est pas le seul logiciel espion qui existe. Hein. Il y en a bien d'autres. Et vous l'avez dit, à vous écouter, c'est comme si espionner est devenu comme une pratique normale. Une fois qu'on a un téléphone, il faut s'attendre à être espionné. Est-ce que ce n'est pas inquiétant finalement? Je disais aussi qu'il ne fallait pas être paranoïaque. Ma voisine qui vend des arachides pour gagner sa vie, elle ne sera pas espionnée. Donc, par contre, ceux qui sont dans le grand banditisme peuvent être espionnés par l'État. Ceux qui sont dans le grand banditisme. Et moi, je dis que ça, c'est normal. C'est une pratique normale que un État se protège en surveillant, pour avoir des capacités d'anticipation, en surveillant certaines personnes. Ça, c'est normal. C'est l'utilisation détournée de cette possibilité qui est anormale. Parce que un syndicaliste, on n'a pas le droit de l'espionner. Un syndicaliste n'est pas un danger. Un activiste n'est pas un danger pour un pays ou pour... oui, pour un pays. Officiellement. Oui. Parce que quand on parle d'espionnage, quelque part, on passe entre les mailles du droit et de la loi. Oui, mais même l'espionnage, c'est régulé. Ce n'est pas une... je crois pas, moi je ne suis pas un espion. Je ne suis pas un espion et je ne fais pas partie des services de renseignement. Je suis un expert indépendant. Voilà. Donc je parle de ces questions parce que voilà, je suis expert en cybersécurité et je sais comment fonctionne un téléphone, je sais comment fonctionne un ordinateur, je sais comment fonctionnent les réseaux, puisque je suis amené à les protéger. Donc, je dois connaître ce qui peut nuire au bon fonctionnement de ces systèmes-là. D'accord. Vous dites que la cible de ces espions-là, c'est les VIP, hein, oui. Les personnalités publiques, les chefs d'État. On parle même du président Emmanuel Macron qui serait aujourd'hui victime du logiciel Pegasus. Quand on rapporte cette réalité à nos contrées, aujourd'hui, quelle est la seuil de protection de nos VIP à nous ou notre seuil de vulnérabilité quand on voit qu'avec les moyens qu'ils ont sur le président français espionné, on aimerait bien savoir, est-ce que vous, en tant qu'expert, par exemple, vous avez été approché par certains VIP pour protéger un peu, je dirais, leur téléphone et leur utilisation des réseaux sociaux et notamment du net? C'est vrai que je suis devant un tribunal, mais normalement, cette information, je ne dois pas vous la donner. Mais puisque je suis devant un tribunal, oui, il m'est arrivé d'être approché pour protéger des systèmes ou pour fournir des téléphones. Des téléphones qui ne peuvent pas être piratés, qui ne peuvent pas être écoutés. Ça existe, ça. Ça existe. D'autant plus au-dessus de l'absolu, hein? Oui. Parce que vous avez dit, il y a toujours possibilité d'une faille. Il y a toujours possibilité de trouver une faille, mais par exemple, il existe des téléphones qui ont été fabriqués avec
la participation des structures qui font de ce type d'espionnage. Voilà, donc c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais il y a quand même une différence entre un risque de 1% et un risque de 90%, quoi. Si vous permettez, un président, moi je vais poser une question que je sais que la plupart de nos auditeurs et téléspectateurs se posent. Ça paraît comme ça niais, mais c'est bon de poser la question. On a souvent dans notre imaginaire profane en la matière, ceci-là de dit que tant que c'est les petits portables, oui, c'est-à-dire non Android, c'est-à-dire vraiment le basique, c'est que nous permet juste d'appeler et raccrocher là. Tant que c'est ça, on ne peut pas vous espionner. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Bon, donc on est averti. Non, c'est vrai que le smartphone, le téléphone qui fait presque tout, vous expose beaucoup plus qu'un téléphone que vous avez acheté à 5 000 francs et qui n'est même pas sur Internet. Et donc, le téléphone de 5 000 francs vous protège, mais si un service de renseignement, par exemple, veut écouter ce que vous dites avec votre téléphone de 5 000 francs, il n'aura aucun problème. Et puis, le logiciel dont on parle, si vous avez ce type de téléphone, ben, il n'aura pas votre WhatsApp parce que vous n'avez pas WhatsApp sur ce téléphone. Mais ce que vous dites, il peut activer votre micro, il peut écouter à distance ce que vous dites. En fait, ils pourront faire quasiment ce que vous-même vous faites avec votre téléphone à 5 000 francs. C'est vrai que j'ai entendu parler du Nokia 3310 qui serait sécurisé. Il y a un pays africain qui avait fourni ce type de téléphone à tous ses ministres en disant voilà, si vous avez ça, voilà, vous êtes tranquille. Bon, je crois qu'ils se sont trompés parce que ça ne protège pas des écoutes à distance. Parlons justement de Pegasus. J'ai lu une interview de vous, maintenant je ne sais pas si je me trompe, mais le journaliste s'est trompé. Vous disiez ne pas être sûr que au Burkina, il y a eu des personnes concernées par ces attaques-là, Pegasus. Non, c'est pas, non, je n'ai pas dit que personne au Burkina n'a été attaqué par Pegasus. J'ai dit que le Burkina Faso, je crois que le Burkina Faso n'utilise pas Pegasus. Ah d'accord. Parce que là aussi, on est dans deux dimensions. Hein. Oui. Il y a la possibilité d'attaquer des ciblages dans certains pays. Et puis, il y a l'utilisation, parce qu'il y a certains pays qui ont été accusés d'avoir utilisé cela pour espionner. Donc, on est dans le deuxième cas, en fait. On est dans le cas où le pays est dans le cas où il n'utilise pas Pegasus pour espionner. D'accord. Mais, Président, si vous permettez, oui, allez-y. Je veux qu'on laisse un peu Pegasus de côté. OK. On va revenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme, concernant Pegasus, on peut se dire que le Burkina n'est pas encore cité, on n'a pas de... Voilà. Mais est-ce que, le président disait, est-ce qu'il y avait d'autres logiciels? Vous dites oui. Est-ce qu'on a été, nous, ici, concernés par ce type de scandale-là sans que nous le sachions et qu'il y ait eu des possibilités qu'on ait été mis sur les coups, des choses comme ça? Je ne parle pas de procès qu'il y a eu dans lesquels on vous a demandé de venir expertiser ou quoi. Non. Je parle d'écoute à échelle un peu plus élevé. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne faisais pas partie de service de renseignement, ni d'aucun service gouvernemental. On est d'accord. Je suis indépendant. C'est ça. Je suis totalement privé. Donc, ce genre de choses, comment voulez-vous que je le sache? C'est bien diplomatique. non, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est plus, je veux dire, parce qu'on a l'impression que Pegasus c'est un peu plus structuré, c'est comme vous dites les VIP qui sont concernés, mais au-delà de la question de, je sais pas moi, terrorisme ou des causes encore plus grandes, c'est qu'aujourd'hui les gens, ils aiment bien se surveiller pour des raisons. C'est vrai. Et ça c'est des raisons de vous à moi, c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a l'utilisation comme ça de façon domestique de ce type d'avatar-là, pareil, oui. Pour surveiller. Et comment est-ce que, par exemple, moi qui suis Geoffroy Var, je peux avoir des éléments de réponse pour me dire, il y a un petit malin qui est en train de tenter de m'écouter. Oui. Alors, par contre, là, vous avez entièrement raison. Ça existe et c'est pratiqué carrément tous les jours. Dans
dans un couple où le mari espionne sa femme, où la femme espionne son mari, où on espionne le voisin, où on espionne le concurrent, ça, oui, ça existe. Même au Burkina Faso. Et ça, vous pouvez poser la question à ceux qui sont chargés de la sécurité, la police, la gendarmerie. Oui, ils sont régulièrement contactés pour ce genre de choses. J'ai personnellement été interpellé parfois par des gens qui me disent « je crois que je suis espionné », ainsi de suite. Mais il y a aussi des cas où c'est du fantasme. Parce que quand les gens disent « je suis espionné » et qu'on leur demande « pourquoi pensez-vous que vous êtes espionné ?» il y a des gens qui disent « j'entends des choses quand je téléphone et que je fais attention, j'entends des petits bruits, j'entends même d'autres personnes parler, donc ça doit être ceux qui m'écoutent que j'entends parler. » En fait, non. Si vous êtes écouté, vous n'entendez rien de cela. Parce que c'est numérique. C'est numérique. Les gens ont gardé en mémoire ce qu'ils ont vu dans le vieux film d'espionnage où, pour savoir si on est espionné, on faisait attention à un clic. À cette période, c'était analogique. C'est-à-dire que la société de téléphonie qui permet aux gens de téléphoner avait son dispositif. Le policier ou le personnel de renseignement qui voulait écouter venait s'asseoir à côté de la personne qui passe les lignes dans la société de téléphonie. À cette période, quand vous voulez appeler quelqu'un, vous appelez d'abord la société de téléphonie et vous dites « je veux parler à monsieur X qui est à tel numéro ». Et c'est un opérateur qui fait le lien entre les deux. À cette époque-là, lorsque le policier ou les gendarmes voulaient vous écouter, il venait s'asseoir à côté et il avait un jack, un câble qu'il branchait pour vous écouter. S'il le fait au moment où vous avez commencé la discussion, vous entendez effectivement ce clic-là. Et c'est ce qui permettait à ceux au contre-espionnage de savoir que quelqu'un est espionné ou pas. Aujourd'hui, c'est numérique, il n'y a aucun bruit, vous n'entendez rien. Il peut y avoir des interférences, mais difficile d'analyser ce type d'interférences pour les attribuer à une éventuelle écoute téléphonique ou à une intrusion sur votre communication. Ah bon? Parce qu'on disait quelquefois que j'ai l'impression qu'avant que mon destinateur ne décroche, j'ai l'impression qu'on m'a d'abord décroché. Voilà. Oui, tout ça, c'est l'influence des films. D'accord. Alors, tantôt, vous avez parlé d'époque et de contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sanitaire particulier. On parle beaucoup plus de télétravail, il y a des visioconférences. Est-ce que les logiciels utilisés aujourd'hui sont sûrs? Est-ce qu'on n'est pas dans le même cas de figure où on pourrait se retrouver avec des discussions entre chefs d'État, se retrouver sur la place publique? Oui, mais les chefs d'État sont protégés, j'espère. Et s'ils sont protégés, normalement, ils doivent être capables de discuter en visioconférence sans que ces discussions ne soient interceptées. Ça demande effectivement de la protection et oui, je pense que c'est le cas. D'accord. Alors, on vous a sur ce plateau, nous allons en profiter. Il y avait eu un débat notamment par rapport à un don d'ordinateur aux députés qui avait soulevé un grand bruit à son temps. Alors, certains avaient estimé que pour ce type de matériel-là, ça doit être expertisé avant d'être remis aux utilisateurs finaux que sont les députés. Aujourd'hui, à son temps, il y a même eu, je crois, une sortie de votre part pour demander beaucoup plus de prudence. Est-ce qu'après cela, on sent que les lignes ont bougé? Pas totalement. Oui, certains prennent des précautions lorsqu'ils reçoivent du matériel, mais la plupart des structures qui reçoivent du matériel n'ont pas le temps de les analyser avant de les utiliser. Et là, puisque je m'intéresse à la question, je discute avec d'autres acteurs pour savoir si les lits ont bougé. Mais finalement, globalement,
ce n'est pas encore dans nos habitudes d'avoir cette prudence lors des dons ou même des achats, de faire certaines vérifications avant de l'utiliser. Quand on est dans des domaines sensibles, on se doit de le faire. On se doit de le faire. Mais je sais que voilà, il y a une structure très très sensible qui a déjà reçu du matériel et qui nous a contactés pour le vérifier. Et voilà, on a vérifié et ils se sont rendus compte qu'ils ont bien fait de le vérifier. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'ils n'ont pas utilisé ce matériel. Donc ça veut dire que dans le don, il y a de l'intention. Voilà, donc, je pense que déjà, s'ils se sont méfiés, ils avaient d'autres raisons que je ne connais pas, mais ils avaient des raisons. Et après vérification, ils ont eu raison. Ils ont eu raison, oui. Ils ont eu raison de se méfier. Ils ont eu raison de se méfier. C'était quoi? Quel type d'appareil? C'était des téléphones. Ah, des téléphones. Ah, donc ça devient intéressant. Et vous allez me demander, et qui? C'est ça? Nous sommes au tribunal. J'avais commencé à me rater, mais quand vous sentiez la question venir... Non. Vous n'allez pas me poser cette question, puisque vous êtes un tribunal. Mais ce qu'on veut juste savoir, est-ce que c'est une structure publique ou privée? Ah non, ça, je ne peux pas non plus vous le dire. Quand même. Mais ce qu'on suggère, ce que nous suggérons, je ne suis pas le seul, aux structures sensibles, c'est juste de prendre le temps de vérifier. Parce que installer un mouchard sur un téléphone ou sur un ordinateur, ça prend entre 3 minutes et 10 minutes. Ça ne prend pas du temps. Et actuellement, il y a des mouchards qui s'installent en quelques secondes. C'est pour ça que lorsqu'on est VIP, on doit beaucoup faire attention. Quand on parle de mouchards, ce sont des dispositifs d'espionnage. Oui, exactement. Okay. D'accord. Exactement. C'est le sujet qui sont à la portée de presque tout le monde. Okay. Que vous pouvez acheter sur Internet et qui peut vous donner des capacités, oui, pas les mêmes capacités qu'un service de renseignement, mais quand même des capacités nuisibles. Donc, vraiment, ce qu'on est en train de... Le sujet sur lequel on est ici est très intéressant parce que les dons, on n'en finit pas parce que nous sommes des pays africains qui sont coutumiers de ces gestes-là. On n'en finit pas d'en recevoir. Et puis, dans des services et dans des secteurs qui sont quelquefois aussi ceux stratégiques et puis spécifiques. On va me dire que bon, ça n'a l'air de rien, mais donner des ordinateurs, même à un ministère de l'économie et des finances, où sont centralisés un certain nombre de dépenses que nous avons, qui permettent de regarder dans nos choix, même de façon stratégique, ce n'est pas rien. Vous dites, c'est juste un ordinateur, mais écoutez, si on a toutes vos données à travers, on a votre stratégie. On reçoit des ambulances, on reçoit même du matériel maintenant qui peut même être utilisé sur le terrain et tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment être plus regardant. Et quand on a des exemples de ce que des suspicions ont eu comment dire ça, à la fin, un genre de bénédiction d'avoir été, on s'est dit donc il faut être vraiment prudent. Il faut être vraiment prudent. Et ça, je pense que ça n'allait de rien, mais c'est très important, surtout dans le monde dans lequel nous sommes, qui est celui qui détient l'information, détient le pouvoir. Et c'est sûr, dans ça, nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Maintenant, moi, je me dis, mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir asseoir? C'est un genre de process qui soit bien installé quand il s'agit de dons, de ceci, de cela, mais même d'acquisition, qu'il y ait un protocole. C'est ce que vous pensez, qu'il soit bien assis? Oui. En fait, les entreprises ou les institutions doivent avoir des politiques de sécurité de tout ce qui est système d'information, technologie. Une politique écrite avec des règles. Et cette politique de sécurité doit inclure la vérification préalable des dispositifs qu'on utilise avant leur utilisation. La politique de sécurité d'une banque
doit intégrer cela. Qu'ils aient acheté, de toute façon, on ne fait pas de don à une banque, mais même ce qu'ils achètent, ils doivent le passer sous scanner, je dirais, avant de l'utiliser. Mais maintenant, pour les services publics dont on parle, par exemple, est-ce que ça ne revient pas, est-ce que ce n'est pas cher aussi, expertiser tout cela? Est-ce que expertiser, par exemple, je ne sais pas moi, un ordinateur ne revient pas plus cher que l'ordinateur même qu'on a pu acquérir? Est-ce que ça, en termes de coût, parce que vous êtes du domaine? Oui, non, mais en fait, cette vérification, elle n'est pas obligatoire par un expert. D'accord. Vous pouvez le faire par votre informaticien ou votre équipe d'informaticiens. Dans une entreprise, il doit y avoir un responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est quelqu'un qui a reçu une formation en sécurité. Et cette équipe-là, ou cette personne, est capable de faire des vérifications. Maintenant, si c'est un service très sensible, ils peuvent faire appel à une structure qui dispose de beaucoup plus de moyens pour aller très loin dans la vérification. Mais sinon, dans la plupart des cas, un RSSI, un responsable de la sécurité du système d'information, est bien capable de le faire. Voilà. Bon, quand on dit expert, les gens pensent tout de suite que c'est cher, ce qui n'est même pas vrai. Mais déjà, ça peut se faire dans l'entreprise avant ou dans l'administration avant de faire appel à un expert. Nous sommes à l'ère du 2.0. Aujourd'hui, l'analphabète du 21e siècle, c'est celui-là qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux sans forcément avoir une éducation à ces médias-là. Alors aujourd'hui, quel est aujourd'hui votre regard là-dessus? Aujourd'hui, on a presque tout le monde sur les réseaux sociaux. De temps en temps, nous avons des révélations et même des documents publics qui se retrouvent sur ces plateformes-là. En tant qu'expert, quel est votre regard là-dessus? Et pour le cas burkinabé, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que on a tout un ministère qui s'occupe de cette question des technologies et tout ça. Et moi, je suggère à ce ministère-là de faire beaucoup de sensibilisation. Vraiment de sensibilisation grand public dans toutes les langues du pays. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas encore assez sensibilisés sur le téléphone, les réseaux sociaux et l'utilisation de toutes ces technologies. Nous ne sommes pas encore assez sensibilisés. Et il suffit d'aller sur Internet pour s'en rendre compte. Et c'est presque tout le monde. Les gens que je vois autour de moi, qui parfois, même des informaticiens, n'ont pas toujours de bons comportements par rapport à leur téléphone. C'est vrai qu'on commet tous des erreurs. Moi, je peux commettre des erreurs sur l'utilisation de mon téléphone, c'est pas la question. Mais on peut quand même limiter les dégâts si on est sensibilisé sur la question. Il faut qu'on sache d'abord, mais ce que peut faire un téléphone. Les gens se disent, la plupart des gens se disent qu'un téléphone, on l'utilise pour passer des appels, envoyer des SMS, faire des photos et tout ça. Ils ne pensent pas à ce que le téléphone peut enregistrer comme information les concernant directement. Par exemple, je vois que vous avez un téléphone, moi j'ai un téléphone. Nos téléphones, si nous ne les avons pas éteints pendant cette discussion, eh bien, nos téléphones ont déjà notre position. C'est-à-dire, nos téléphones savent que nous sommes ensemble dans cette salle ce jour, à cet instant précis. Sans avoir activé la localisation. Dans certains cas, même sans avoir activé la localisation. Voilà. Parce que votre téléphone se connecte aux bornes de votre opérateur quasiment tout le temps, même si vous ne l'utilisez pas. Et pendant cette connexion-là, mais il se passe pas mal de choses, dont, par exemple, la localisation. Où est-ce que vous êtes? Et plein d'autres informations. Si je vous demande à vous, le 18 octobre
2018, vous étiez où? Vous pouvez même ne pas le savoir. Votre téléphone le sait. Celui qui a accès à votre téléphone peut le savoir. Donc, votre téléphone sait plus de choses que vous-même sur vous. C'est pour cela que le téléphone, on doit en prendre soin. Surtout quand personne ne peut se débarrasser de son téléphone. Si vous oubliez votre téléphone à la maison et que vous êtes en train d'aller au travail et que 5 km plus tard, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre téléphone, la plupart des gens font demi-tour pour aller récupérer leur téléphone parce qu'ils ne s'imaginent pas passer la journée sans son téléphone. Et puisque cet outil nous colle à la peau et que nous l'avons tout le temps, oui, je pense qu'il faut quand même en prendre soin et se méfier, quoi. À certaines réunions très sensibles, je suggère que les gens éteignent leur téléphone ou qu'il n'y ait pas de téléphone dans la salle. Si c'est une réunion très, très, très sensible, mieux vaut le faire. Voilà. Oui, mais le pourquoi? Le pourquoi, parce que possibilité d'intrusion, pas forcément par celui auquel on pense en premier. Voilà. Les gens, quand on parle d'intrusion, ils pensent tout de suite à l'État, alors qu'il se fait des intrusions tous les jours, totalement en dehors des structures de l'État. En dehors des structures de l'État. Il y a pas mal de VIP qui ont été espionnés et pas par l'État. Et moi, justement, peut-être, ce sera on est pratiquement en termes de l'échange. Pour nous tous, on a tous un portable, Android ou quoi, on a tous un portable. Mais quels sont les quelques indices qui peuvent nous permettre de comprendre que quelqu'un est en train de prendre possession de notre téléphone ou pas? D'une façon, est-ce qu'il y a des indices, même si c'est minime? Ok, il y a deux niveaux. Si vous êtes espionné par le voisin, qui n'a pas des milliards, voilà. Eh bien, vous pouvez faire attention au comportement de votre téléphone. Par exemple, un téléphone qui d'habitude a une batterie qui dure toute la journée. Et subitement, qui a une batterie qui ne dure pas plus de 2 heures. Attention, vous pouvez penser qu'il y a quelque chose sur votre téléphone qui prend beaucoup de ressources. Et justement, ce type d'intrusion, ça prend beaucoup de ressources. Ce qui fait que ça peut utiliser de façon anormale votre batterie. Mais sachez qu'il y a d'autres logiciels qui ne sont pas des logiciels d'espionnage, mais qui peuvent autant décharger très rapidement votre batterie. Exemple, WhatsApp. Ce n'est pas un logiciel qui est là pour vous espionner. Il est là pour vous permettre de communiquer. Il décharge votre batterie. Et il n'est pas le seul. Ce qui fait que dire aux gens que si ta batterie se décharge, c'est que tu es espionné, ce n'est pas vrai. Mais plus qu'il est de coutume, en fait. Il faut être un peu plus regardant. Voilà. En dehors de ce genre d'indices, mieux vaut faire vérifier. D'accord. Si vous m'amenez votre téléphone, et là aussi, il faut que vous me fassiez confiance. Ça, c'est le préalable. C'est le préalable. Donc, si vous me faites assez confiance pour m'amener votre téléphone dans mon laboratoire, j'ai ce qu'il faut pour vérifier votre téléphone. Et s'il y a un logiciel espion, je pourrais vous dire il y a un logiciel espion. Mais ça, c'est si vous êtes espionné par le voisin. Si vous êtes espionné par un État, je ne pourrais pas vous le dire. Alors, pourquoi? Je ne pourrais pas vous le dire parce que je pourrais vous induire en erreur. Par exemple, prenons le cas de NSO, de Pegasus. Pegasus.
ne décharge pas votre batterie. D'accord. Il utilise plein de ressources. Il peut même aller se greffer à un autre logiciel qui est sur votre téléphone. Il peut se greffer à plusieurs logiciels qui sont sur votre téléphone. Comme ça, lui, il passe presque inaperçu. C'est pour ça, c'est un virus. Voilà, quand un virus rentre dans votre corps, il se comporte comme un élément de votre corps. Et c'est ce que fait ce virus-là. Il sera difficile, au cours d'une analyse, de le détecter. Et ça prendra toute une vie. Okay. Voilà. D'accord. Peut-être pour terminer sur cette question-là, on a parlé du cas Pegasus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir ou finalement, quel enseignement il faut tirer après ce qu'on a vu avec le scandale Pegasus? L'enseignement qu'il faut retenir pour les VIP, par exemple, vous êtes député à l'Assemblée nationale, les lois avant d'être votées passent à l'Assemblée nationale. Donc, on peut penser que sur l'ordinateur du député ou sur le téléphone du député, il se pourrait, bon, je ne suis pas allé voir donc je ne peux pas affirmer, il se pourrait qu'il y ait des lois en cours de validation qui y sont. Déjà, pour cette raison, si j'étais un député, je prendrais soin de mon téléphone et de mon ordinateur pour être sûr qu'une tierce personne n'aurait pas accès au moins aux lois que je suis en train de valider avant que ce ne soit officiel. Je prends l'exemple du député, mais tous les responsables à tous les niveaux peuvent se poser la même question. Je ne parle même pas des chefs militaires ou des ministres. Eux, on n'a même pas besoin de le leur dire. Ils savent que leur téléphone est critique. Ils savent que leur téléphone, c'est un outil dont ils doivent prendre soin comme la prunelle de leurs yeux. Surtout quand ils voyagent. Surtout lorsqu'ils voyagent. Voilà, ça serait dommage qu'ils aillent se connecter dans un aéroport. Ça serait dommage qu'ils aillent se connecter dans un hôtel. Ils devraient voyager avec leur propre dispositif pour avoir accès à Internet. Un dispositif assez protégé pour éviter qu'il ne soit espionné par n'importe qui. Parce que si un ministre burkinabé va dans un hôtel à l'étranger, ce n'est pas juste l'État de ce pays-là qui peut essayer de s'introduire sur son téléphone. Ça peut être n'importe qui. Voilà, ça peut même être des gens qui essayent de lui vendre, de lui vendre des choses. Voilà, ça peut être n'importe qui. Et c'est une pratique très courante. Ce type d'espionnage est très courant. Si vous êtes un opérateur économique, que vous voyagez, que vous faites des affaires à l'étranger, que vous allez discuter avec des partenaires, lorsqu'on discute avec des partenaires, on a des choses que le partenaire ne doit pas savoir. Eh bien, si vous avez un téléphone ou un ordinateur et que vous n'y prenez pas soin, le partenaire sait tout avant de discuter avec vous. Younous Assanfo, merci d'être passé au tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et en investigation numérique. Avec vous, nous avons parlé du scandale autour du logiciel israélien Pegasus. En tout cas, merci pour ces clés de lecture-là. Merci également à Juge Voa. On se donne rendez-vous demain avec le tribunal au grand complet avec le juge Voa pour faire le juge Bernard Bougman, pour faire le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles aux médias leaders, Truth TV et WATF.